C'est Menace imminente, un thriller de Troy Stark, tome 5, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Chapitre 1 18 janvier, 21h05, heure standard d'Europe centrale. Le ciel au-dessus du château d'Engel, près du pont d'Engeldorf, Luxembourg. Une sonnerie retentit, on aurait dit celle qui sonnait la fin d'un match de basket de lycée. 5 minutes, dit la voix de John Baker. Celle-ci était basse, silencieuse, calme, et provenait d'un haut-parleur situé à l'intérieur du casque de Troy Stark. Jan avait récemment piraté une application de communication chinoise appelée Funghua, vent magnifique, en mandarin. Jan avait piraté le logiciel par rétro-ingénierie et créé une plateforme de communication par satellite et par téléphone cellulaire pour leur propre usage, n'importe où sur Terre, avec un cryptage de bout en bout. Il pouvait là l'utiliser sur presque tous les appareils, même les écouteurs des casques de sécurité. C'était le genre de choses qui occupait Jam pendant son temps libre. Il avait dit à Troy qu'il commençait à s'inquiéter de voir la technologie chinoise prendre de l'avance sur l'Occident. Il avait volé cette application, non pas pour dérober quelque chose aux Chinois, mais parce que c'était la meilleure qu'il ait jamais vue. « Prépare-toi à sauter, dit-il maintenant. Troy acquiesça. Roger that. Il réalisa alors que Jean, aussi brillant soit-il, était originaire des Pays-Bas. Il ne comprendrait peut-être pas le jargon militaire américain. Il préféra dire « bien reçu ». Jean poursuivit « D'après la façon dont ils sont déployés, je dirais qu'ils ne s'attendent pas à une approche par le toit. Je pense que l'élément de surprise est à ton avantage. » Troy acquiesça à nouveau. Oui, c'est vrai. Il sentit une sensation de quelque chose dans son estomac. Des papillons. C'était une sensation inhabituelle. D'habitude, dans ce genre de moment, il ne ressentait rien du tout. Mais cette fois-ci, c'était un moment qui ne ressemblait à aucun autre. À l'exception de la voix de Jean, Troy était entièrement seul, et pourtant, il n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. Il ne voulait pas faire courir ce genre de risque à une autre personne. Le vieil avion vrombissait et tremblait tout autour de lui. Le bruit du moteur était assourdissant, et la minuscule cabine arrière tremblait si violemment qu'il n'aurait en rien été surpris si l'ensemble s'était soudainement désintégré. L'avion n'était pas complètement hermétique et un vent glacial s'infiltrait quelque part. Le froid ne préoccupait pas Troy. Il le prit en considération, puis classa l'information. Temps froid. Troy vérifia l'altimètre à son poignet. Il volait à environ 8000 pieds. Une bonne attitude, somme toute. Au-delà de la fenêtre de la porte de saut, le noir total régnait. Il volait également sans lumière. Tout devait se passer sans aucun avertissement. Troy respira lentement, se concentrant sur le calme. Des sauts de jour, des sauts de nuit, des sauts à haute altitude, des sauts par mauvais temps, des sauts à partir de piètres avions comme celui-ci. Il avait sauté d'à peu près toutes les hauteurs et dans toutes les circonstances imaginables. Il était arrivé dans le pays en voiture plus tôt dans la journée. Il avait décollé, à bord de cet avion de saut, d'un terrain d'aviation désaffecté situé à l'ouest de la ville de Luxembourg, qui n'était guère plus qu'une parcelle de terre battue, nichée entre les arbres. Il n'avait ni rencontré, ni même vu le pilote. Il s'agissait également d'une question de démenti. Il ne collaborait pas avec Jean sur cette mission, ni avec personne d'autre. Il n'y avait pas de mission. Aucune ressource officielle n'était utilisée. Dubois n'était pas là. Gallo n'était pas là. Personne n'était là. Il n'avait rien dit à Michael. « Vérification des armes, » dit Jean. « D'accord. » Troy portait un casque sombre, des lunettes et une combinaison noire. Son parachute était sombre. Tout chez lui l'était. Il était noir sur noir, tel une ombre. « Tu as un pistolet mitrailleur MP5, » lui signala Jean, doté d'un chargeur de 50 cartouches de type banane.
L'arme était attachée à son dos. Troy le tapota. Compris. Tu as 5 chargeurs supplémentaires de 30 balles. Les petits chargeurs étaient rangés dans diverses poches de la combinaison de Troy. Oui, tu as un Glock 26, un pistolet semi-automatique. Il était dans un étui à sa ceinture. Le 26 était généralement un pistolet à port dissimulé, mais sa tenue ne s'y prêtait pas, et de toute façon, ses adversaires sauraient tout de suite qu'il était armé. L'étui était dans son dos pour l'effet de surprise que cela pourrait lui procurer. « Oui, confirma-t-il, tu as un couteau de chasse à lame dentelée, dans un étui en cuir, au cas où tout le reste échouerait. » Troy acquiesça, scotché à mon mollet. Il était bardé d'armes, comme il l'aimait. « Tu as 2 grenades étourdissantes, M84, très bruyantes, qui produisent des éclairs de lumière aveuglants lorsqu'elles explosent. » Troy tapota les 2 grenades cylindriques accrochées à sa poitrine. « Flashbang, check. »« Bien, » dit Jean. « Les drones sont en vol stationnaire. Ta position et ton altitude sont surveillées à l'aide d'un traceur GPS. Quelques secondes avant que tu n'atterrisses, je lâcherai les charges. Elles devraient faire un grand trou dans le toit et provoquer un choc. Si tu largues rapidement ton parachute, tu devrais être à l'intérieur de la maison avant que quelqu'un ne puisse réagir. »« Où sont-ils » demanda Troy. « J'ai fait passer un drone il y a 15 minutes pour vérifier les signatures thermiques. D'après ce que je peux voir, il y a 2 personnes au 2e étage. Je crois que l'une d'entre elles est la femme. » La femme. Jan était un drôle d'oiseau. Il savait parfaitement que la femme en question était Alice Williams et que des hommes avaient envahi sa maison et la retenaient de captive. Pourtant, il ne parlait pas d'elle, ni de la relation que Troy entretenait avec elle. Il y avait des sentiments humains en jeu, et Jan avait choisi de ne pas s'en préoccuper. C'était sans doute mieux ainsi. Il se trouvait dans une situation délicate. Aucune agence du maintien de l'ordre au monde n'aurait autorisé cette opération. Troy prenait la tangente pour tenter de sauver son ancienne petite amie des griffes de kidnappeurs. Si Troy et Jan avaient encore un emploi à perdre, ils le perdraient très certainement à cause de cette opération. On dirait qu'il y a 3 hommes au rez-de-chaussée, et il y a certainement un homme à l'extérieur, dans la cour, près de la porte principale. Tous les hommes que j'ai localisés doivent être considérés comme lourdement armés et extrêmement dangereux. Je pars du principe que ni toi, ni la femme n'auraient droit à la moindre pitié de leur part. « Compris, » dit Troy. La sonnerie retentit à nouveau. « D'accord, » dit Jean. « Tu es au-dessus de la zone de saut. Si tu dois y aller, c'est le moment. »« Merci. Sois prudent. » Troy se dirigea vers la porte de saut et la fit coulisser pour l'ouvrir. Elle était montée sur ressort et se refermerait d'elle-même après son départ. Une rafale de vent froid s'engouffra par la porte. Tout, le vent, les moteurs, le cahotement et les cliquetis de l'avion, qui était déjà très bruyant, devint soudain très bruyant. Il se tenait près du bord. Le vent lui arriva en pleine figure. Il pouvait juste apercevoir le dessous de l'aile et le ciel dégagé. L'obscurité régnait en maître. Sortir relevait d'un acte de foi. Plus question de réfléchir. Troy prit une profonde inspiration. « Allez, vas-y !» Il plongea dans le vide. L'avion s'éloigna. Son ombre semblait se diriger vers les étoiles. Il tombait vite. L'obscurité le cernait, et la sensation de plonger dans l'espace. L'adrénaline se propageait dans son corps. Un rush de vitesse pure se fit sentir, le vent hurlant dans ses oreilles. Il sentit son cœur battre dans sa poitrine. Il chutait vers les bois infinis en contrebas. Le vent se déchaînait autour de lui, l'empêchant de reprendre son souffle. Il déploya ses bras et ses jambes, et sentit l'air contre son corps lorsqu'il commença à planer. Ses yeux s'arrêtèrent sur un cercle de lumière en contrebas. C'était de celle du château, son château à elle, avec tout autour l'obscurité profonde de la forêt. Elle lui avait dit un jour
qu'il était toujours éclairé de cette façon, pour que les habitants de la région en soient fiers. En ce moment, il ne pouvait pas le voir, mais la maison, sa maison, à elle, devait être juste à côté du château, en dessous et éclipsée par lui. Il repensa à la photo d'elle que lui avait montrée l'homme dans les rues de Madrid. Elle était attachée avec une corde sur un canapé délabré qui lui faisait penser à un motel miteux ou à une cachette quelque part. Mais Jeanne avait surveillé sa maison par satellite et par drone et découvert qu'il la retenait là et là. Est-ce un piège? Ils sont à peine cachés. Il lui avait de nouveau dit que s'il contactait les forces de l'ordre, s'il constatait l'homme la moindre preuve de l'implication de la police, il la tuerait. Il lui avait bien précisé qu'il devait attendre d'autres instructions. Mais Troy n'était pas du genre à attendre. Voilà où il en était maintenant. Pas de force de l'ordre, juste Troy Stark qui faisait une apparition surprise et entrait par le toit tout seul. Il tombait très vite. Ses propres réactions semblaient lentes en comparaison. Il vérifia l'altimètre. 2600 pieds et en baisse. Puis 2300. L'idée était de déployer le parachute le plus bas possible. Sa main trouva la corde. 2000 pieds. 1700. 1500. Tire. Maintenant. Il attendit une seconde de plus, puis tira. Il sentit plutôt qu'il ne vit le parachute se déployer au-dessus et derrière lui. D'une secousse soudaine, le haut de son corps fut projeté vers l'arrière. Ses jambes donnèrent un coup de pied. Il jeta un coup d'œil à son parachute ouvert, noir sur le ciel noir. Maintenant il volait, il contrôlait la situation. Le château se trouvait tout près de lui, juste à gauche, illuminé dans la nuit. Ses anciens murs de pierre s'élevaient vers le ciel. Ses tourelles et ses tours se détachaient sur l'obscurité qui régnait derrière lui. Plus loin sur la gauche, il pouvait voir un étroit chemin de pierre, serpentant vers le vieux pont-levis médiéval. Le château était immense, un monstre. Alice possède ça. Le corps de garde d'origine avait été construit par les Romains, lui avait-elle précisé. Divers ducs, princes et despotes locaux l'avaient agrandi au cours des 2 derniers millénaires. La maison appartenait à sa famille depuis des siècles. Il pouvait maintenant voir les contours de la maison, à côté du château. C'était une grande bâtisse, mais elle semblait minuscule comparée à la forteresse de pierre qui la surplombait. Il se dirigea vers elle, s'approchant en biais, scrutant les lucarnes et autres obstacles qui pourraient se trouver à sa surface. Plus près. Plus près. Il arrivait. Entre lui et la maison, il aperçut les drones de Jean, l'un juste au-dessus de l'autre. Il crut pouvoir voir les grenades tomber du dessous de celui inférieur. Ce fut le cas. Le premier drone s'éloigna et celui du dessus se mit en place, libérant ses charges quelques secondes plus tard. Il les regarda tomber en succession rapide. Palpitant, les 2 premières grenades touchèrent la maison. Baboum! Des explosions lumineuses retentirent sur le toit, puis des morceaux de tuiles, de bois et de maçonnerie, ainsi qu'un brouillard de neige légère, s'envolèrent dans les airs. Troy regarda les 2 autres grenades tomber à travers le nuage créé par les 2 premières. Quelque part à l'intérieur de la maison, 2 autres explosions retentirent, ces concussions de lumière et de son n'ayant pour but que de sidérer et non de détruire. Puis le toit sombre apparut, juste en dessous de lui. Un instant plus tard, Troy le percuta. Il atterrit durement, ses pieds produisant un grand boom sur les bardeaux d'ardoise du toit. Puis il se retrouva sur les fesses et glissa sur une fine croûte de neige et de glace. La pente du toit étant plus raide qu'il ne l'avait imaginé, tant son parachute dérivait en dessous de lui. Il arrêta sa glissade, s'immobilisa et regarda en arrière lorsque le parachute se posa sur le toit. « C'était -1, dit-il. Il sentait son cœur s'emballer un peu. Le temps pressait. Il se dégagea de son harnais. Une neige légère tourbillonnait autour de lui. Le ciel était sombre. La neige tombait,
La neige virevoltait encore depuis l'explosion. La neige était partout. Il glissa vers le trou dans le toit. Il était déchiqueté, déchiré et tranchant sur les bords. Il mesurait probablement 2 mètres de diamètre. Il ne cherchait pas à savoir si quelqu'un s'y trouvait. Il sortit une grenade paralysante se trouvant au niveau de son thorax, arracha la goupille circulaire, puis la goupille triangulaire secondaire, et la jeta dans le trou. Il se mit en boule, les yeux serrés, le visage loin de la cavité. 1 seconde s'écoula. Derrière lui, il perçut l'éclair aveuglant qui illuminait l'espace au-dessous de lui et résonnant tel un écho dans la nuit. Puis, moins d'un instant plus tard, boum, ça les a eus, ça a failli m'avoir. Il se retourna, glissa jusqu'en bas du toit, poussa fortement avec ses mains et se laissa choir dans la fosse. La chute fut plus longue qu'il ne s'y attendait. Il y avait de hauts les plafonds dans cette maison, et il le savait. Mais ceux-là l'étaient bien particulièrement. Il atterrit dans un large couloir. Le choc dans ses jambes et dans son dos produisit un bruit sourd. Il tomba en arrière sur les fesses. Puis, il roula sur les genoux. 1 seconde plus tard, il tendit la main derrière lui et dégaina le MP5. Il faisait sombre dans le hall. Quelque part à proximité, une femme criait. La lumière était allumée dans la pièce située à 15 mètres de là. Troy connaissait bien ce couloir. Cette pièce était la chambre principale d'Alice. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait une cagoule et un masque sombre, comme un masque de ski. Il s'approcha de Troy en titubant, sans doute étourdi par les grenades qui venaient d'exploser. Il avait une arme, un fusil. Dans l'obscurité, Troy ne put distinguer de quel modèle il s'agissait. Le type se leva, visa T-A-T-A-T-A-T-A. Troy le toucha au niveau du torse avec une rafale de MP5. L'homme s'écroula directement, comme si une trappe s'était ouverte sous ses pieds, les balles le transperçant là où il se tenait. La femme cria de nouveau. C'était Alice, elle était vivante. Troy fut soulagé l'espace d'un instant, mais un bref instant seulement. Des bottes lourdes montaient dans les escaliers derrière lui. Il jeta un coup d'œil par-dessus la rampe. 2 hommes se trouvaient au bas de l'escalier. Leurs visages et leurs têtes étaient dissimulés par des masques de ski. Ils portaient de lourdes vestes pare-balles par-dessus leurs vêtements, des combinaisons et des fusils. Troy n'avait aucune idée de qui ils étaient, ni d'où ils venaient. Cela n'avait aucune importance. Tout ce qu'il avait besoin de savoir était qu'il s'agissait de sales types. L'un d'eux se mit à courir dans les escaliers, 2 marches à la fois. Troy recula. Bang, bang, bang! Le type tirait au hasard. Troy dégaina l'autre grenade paralysante de sa poitrine, tira les 2 goupilles, l'une après l'autre, et la jeta par-dessus le bord. Il se laissa tomber sur le sol, roula et ferma les yeux. Malgré cela, il put voir la lumière éclatante derrière ses paupières. 1 seconde plus tard, il entendit un bruit du tonnerre. Troy était allongé sur le dos, le MP5 devant lui, face à l'endroit où les escaliers rejoignaient le hall. Un homme franchit le seuil en titubant, agitant son propre fusil de façon insensée. T, A, T, A, T, A, T, A, T, A. Troy tira sur lui et le renvoya par le chemin qu'il avait emprunté. 2 de moins. Les oreilles de Troy bourdonnaient, des images rémanentes lumineuses, des sortes de négatifs inversés, apparurent en devant ses yeux. Il avait du mal à voir, il se remit debout, puis se déplaça le long de la rambarde, observant l'escalier. Le cadavre gisait sur le dos, à mi-chemin du premier étage. Il était à l'envers, les bras étendus sous lui, les jambes par-dessus, son sang s'accumulant et coulant le long des marches. À part lui, le large escalier était vide. Le 2e homme avait disparu. Quelque part à l'extérieur de la maison, un moteur démarra. Troy avait perdu l'équilibre. Les grenades étourdissantes l'avaient sérieusement ébranlé. Il se retourna
et marcha prudemment jusqu'à l'une des fenêtres du hall. Il se mit sur le côté et écarta le grand rideau blanc. Dans la cour, une voiture de sport sombre avait quitté le garage. Un homme sortit de la maison en courant, percuta un côté du véhicule et tomba. La portière du côté passager s'ouvrit et l'homme grimpa dans la voiture. Les mouvements de l'homme étaient confus comme ceux d'une personne ayant été exposée à une grenade à fragmentation. Son état était pire que celui de Troy. Au bas de la courte allée en pierre, les portes étaient ouvertes. La voiture sortit dans la fine couche de neige et de glace, dérapa un peu sur le côté en passant les portes, tourna à gauche sur la route et disparut. Troy écoutait. Au bout du couloir, Alice pleurait, maintenant. Partout ailleurs, le silence régnait. « Jean !» Une voix métallique et lointaine grésilla dans l'oreillette de Troy. « Stark, oui. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'interférences. Comment se passe ?»« 2 à terre, » précisa Troy. 2 autres viennent de partir en voiture. « C'est tout ?» J'ai compté 5 hommes, 6 personnes au total. Il m'en manque un. La prisonnière est dans la pièce voisine. J'éviterai les suppositions, suggéra Jean. Je vérifierai toute la maison. Troy acquiesça. Compris. Il se dirigea lentement et prudemment vers la chambre d'Alice, le MP5 prêt à l'emploi. Le sentiment au creux de son estomac était plus intense que jamais. Ces types étaient des animaux. Qu'avait Martil pu lui faire? Il se plaça sur le côté de l'embrasure de la porte. Elle se trouvait sur le canapé, plus ou moins dans la même position que sur la photo que l'homme de Madrid lui avait montrée. Troy comprenait maintenant. Ils avaient joint-drapé le canapé de la chambre d'Alice d'une sorte de vieille couette en patchwork, donnant l'impression qu'elle était attachée sur un vieux canapé. Elle n'était pas bâillonnée. Ses bras étaient derrière son dos, ses chevilles étaient attachées ensemble. Elle ne semblait pas blessée. Son maquillage coulait sur son visage, probablement à cause des pleurs qu'elle avait dû essuyer. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés. Elle était toujours aussi belle. Elle leva les yeux vers lui, un regard rude, mais aussi humide. « Y a-t-il quelqu'un d'autre là-dedans » demanda Troy. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Il retira son casque, révélant son visage. Les épaules de la jeune femme s'affaissèrent. Elle ne souriait pas. Il ne pouvait pas le dire avec certitude, mais elle n'avait clairement pas l'air heureuse de le voir. « Troy » dit-elle doucement, comme pour se rappeler qui il était. Elle secoua la tête, comme si le fait même que ce soit Troy Stark, la simple pensée que ce soit lui, constituait une sorte de tragédie particulière. « As-tu tué ces hommes ?» Troy haussa les épaules. Il était étourdi et il se fichait bien de ce qu'elle pensait de lui. 2 d'entre eux pour l'instant, mais au moins 2 autres se sont enfuis. Combien sont-ils? Y en a-t-il d'autres dans cette pièce? Peut-être dans les placards. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la maison? Elle secouait toujours la tête. Il travaille pour mon frère. Il n'allait pas me faire de mal. Ce n'était qu'une mascarade. Son frère, Lucien Mebarak, l'homme derrière les attaques terroristes du robot tueur qui avait abandonné les lieux et disparu à cause de sa richesse et de son pouvoir. Troy et Dubois avaient omis de jouer ce qui aurait été son attaque la plus dévastatrice. Ils avaient également tué un grand nombre d'hommes de Mebarak. Et, cerise sur le gâteau, Troy l'avait assommé cette fois-ci. Mebarak était en colère contre Troy. Il aurait dû être mort. « Non, » dit Troy. « Ce n'était pas une mascarade. Les hommes armés qui ligotent les gens ne sont pas là pour rigoler. » Il s'approcha d'elle, s'agenouilla, retira le couteau fixé à son mollet et l'utilisa pour couper les liens autour de ses chevilles. Puis, il la retourna et coupa les cordes qui lui entravaient là, les bras. Elle sentait bizarre. Pire que ça, elle sentait la grange. Apparemment, elle était restée assise sur ce canapé pendant 2 jours, avec tous les problèmes d'hygiène personnelle que cela impliquait. Elle se leva, il lui tendit le bras
mais elle le repoussa. Elle sortit de la pièce en claudiquant sur des jambes instables. Troy pensa qu'elle allait chercher des vêtements de rechange, se rafraîchir un peu, peut-être prendre une douche. Elle passa devant l'homme mort, affalé dans le couloir. Puis elle cria à nouveau. Troy sortit dans le couloir. Elle regardait le plafond brisé, le trou déchiqueté qui l'avait traversé, les morceaux de chevron qui sortaient grossièrement comme des doigts les pointés, et les brins de neige qui tombaient lionnés silencieusement du ciel. « Oh mon Dieu, Troy, qu'as-tu fait à ma maison ?» Chapitre 2 23h35, heure standard de l'Europe centrale. Une petite rue tranquille. Ville de Luxembourg. Luxembourg. Qu'allez-vous faire d'elle ? Demanda Troy. Alex était assis sur le siège du conducteur. Sa fenêtre était ouverte parce qu'il fumait une cigarette. La rue médiévale où ils étaient garés était aussi étroite qu'une ruelle. Une neige légère tombait, recouvrant les pavés. La ville était un dédale de rues, comme celle-ci, un enchevêtrement d'histoire et de modernité, avec des bâtiments qui semblaient se pencher l'un vers l'autre, murmurant des secrets et des histoires d'une époque révolue. Les rues étaient bordées de cafés et de boutiques. Troy connaissait un peu la ville pour l'avoir fréquentée avec Alice. Au coin de la rue se trouvait l'église Saint-Michel et, un peu plus loin, la tour de la Dent Creuse, vestige des anciennes fortifications de pierre de la ville. En ce moment même, au milieu de la nuit, l'odeur des pâtisseries de fraîche flottait dans l'air. Quelque part dans les environs, une boulangerie se préparait pour le petit déjeuner de demain matin. Il songea au fait qu'il ne resterait plus beaucoup de temps dans cette ville. Alice avait rompu avec lui quelques jours plus tôt. À cet instant, il ne se souvenait plus exactement quand. Il s'était passé trop de choses entre-temps. Quoi qu'il en soit, il semblait que cette rupture allait durer. Elle ne semblait pas ravie de le voir ce soir, même s'il n'était venu que pour la sauver. Ils appartenaient à des mondes différents. Alice avait assez vu celui de Troy et ne l'appréciait pas. Plus encore, elle n'aimait pas Troy. « Nous allons disparaître d'ici pendant un petit moment », annonça Alex en soufflant de la fumée dans l'air frais de la nuit. « On va la transférer en sécurité dans un autre pays et la surveiller. » Alex était vêtu d'une veste en cuir marron et d'un jean. Ses petits cheveux de noir étaient maintenant gominés et sa barbe, naissante, était ébroussailleuse, plutôt une barbe de 3 jours. Alex était petit, mince et beau. Parfois, il faisait penser à un mannequin de catalogue, ou peut-être à un acteur d'un feuillis de l'arrêton de l'après-midi. La première fois que Troy l'avait rencontré, Alex portait une barbe complète, un turban sombre et prétendait être un sikh. Troy sourit à l'évocation de ce souvenir. Alex, Troy l'avait appris, était son homme de main. Qui ou quoi Alex représentait n'était pas clair, mais toujours est-il qu'ils travaillaient tous les deux pour la même organisation. Alex et ses compétences uniques s'étaient révélées utiles à Troy à maintes reprises. Troy n'était même pas sûr qu'Alex soit vraiment le nom de ce type. À vrai dire, il était très peu probable qu'il s'appelle Alex. Ce soir, Alex et 3 hommes vêtus d'uniformes de maintenance étaient arrivés au manoir d'Alice peu après l'arrivée de Troy et avaient immédiatement commencé à effacer et à éliminer tout signe indiquant que quelque chose de violent s'était produit. C'est pour son bien. Elle insiste sur le fait que les tireurs travaillaient pour son frère et ne lui voulaient aucun mal, mais elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Elle entretient une relation ambiguë avec son frère. Tout cela ressemble à un monde imaginaire. Troy soupira. « Je sais tout cela. » Il se sentait encore un peu malade. Ses oreilles bourdonnaient un peu, et chaque fois qu'il clignait des yeux, des petites éruptions de lumière jaillissaient encore derrière eux. Les grenades étourdissantes avaient torpédé une idée de Jean. C'était une bonne idée, mais il fallait être prudent avec ces choses-là.
Elle pense qu'il s'agit d'un piège qu'il a tendu pour t'atteindre, précisa Alex, mais pas pour te faire du mal, juste pour te capturer. Elle vit dans un monde imaginaire. Troy acquiesça. C'est logique, sauf pour la partie capture. Il a des raisons de vouloir me tuer. C'est lui qui est à l'origine des attaques de drones, et dans son esprit, ces attaques devaient lui rapporter beaucoup d'argent. C'est peut-être le cas, convint Alex. Je doute qu'il en ait gagné avec ça, et tu l'as bien amoché. Rien que ça. Il laissa cette pensée se perdre, en chemin. Ou c'est peut-être les Albanais, suggéra Troy. Ou alors, ce sont les Italiens qui se vengent des Albanais. Le simple fait de dire ces choses aggravait encore le sentiment d'insécurité qu'il avait ressenti tout à l'heure. Son équipe et lui venaient de démanteler un réseau de trafiquants d'êtres humains en Albanie et de tuer plusieurs de leurs membres. Troy avait personnellement transpercé le chef du clan d'un coup d'épée. Quoi qu'il en soit, nous allons la cacher pour le moment, dit Alex. Elle est manifestement sur la liste des personnes à abattre. Les kidnappeurs, demanda Troy. Et eux? Alex secoua la tête. S'ils étaient bien vraiment 5, l'un d'entre eux a disparu. Nous n'avons trouvé que 2 cadavres dans la maison. Rien pour l'instant sur eux. On dirait que leurs identités ont été effacées, des fantômes. Mais nous aurons une piste tôt ou tard. On ne peut pas complètement disparaître. Il faudrait peut-être appeler Interpol, suggéra Troy avec un sourire gêné. Alex le regarda. Il ne souriait pas du tout. Nous avons placé des drones et des satellites sur les 2 types qui ont réussi à s'enfuir en voiture. Ils se sont enfoncés dans la campagne française et ont abandonné le véhicule. Pas d'interdiction? Alex haussa les épaules. Aucun crime n'a été commis. De toute façon, il vaut mieux qu'ils pensent s'en être tirés à bon compte. Nous savons où se trouve le véhicule. Nous allons y entrer et vérifier les empreintes et l'ADN. Le toit de la maison? Enchaîna Troy. Il ne posait pas la question qui le tourmentait, mais il allait devoir s'y résoudre, et vite, il fallait agir. Les rénovations ne sont pas de mon ressort, précisa Alex. Toi et ton collègue avez tout fait sauter, mais je suis sûr que quelqu'un d'autre la remettra à neuf. Et ma famille? S'enquit Troy. C'était la question. C'était vraiment la seule question importante. Alex acquiesça. Missing Persons veut que j'en parle avec toi. C'est important. Missing Persons était le colonel borgne Stuart Persons. Pendant un temps, Persons avait été le commandant de Troy dans les Navy SEALs. Aujourd'hui, Persons était, quoi? Une sorte de maître de l'espionnage, œuvrant dans un minuscule bureau au sein du quartier général de la police de New York, mais sa véritable allégeance était vouée à une organisation qu'il refusait de nommer. Alex venait souvent avec des messages de Missing Persons. « Parle, dit Troy. Je t'écoute. Il fait surveiller la maison de ta mère et celle de tes frères. Mais ce n'est pas infaillible. Tu le sais très bien. Il pense que tu devrais installer ta mère dans la maison d'un de tes frères. De cette manière, une certaine consolidation s'opère. Peut-être la maison de ton frère Donnie, si tu peux l'en convaincre. C'est la plus reculée et le plus facile à isoler. Il est difficile de convaincre ma mère de quoi que ce soit. Alex acquiesça. J'ai une mère, je sais ce que c'est. Elle pense que je travaille pour une association médicale internationale gérée par le gouvernement fédéral. Là, Alex sourit. J'en doute fort. Chapitre 3. 19 janvier, 16h05, heure de Hong Kong, 9h05, heure d'Europe centrale. Siège de la BCHB, The Beijing Chongqing Hong Kong Bank, près de Statue Square, ville de Hong Kong, Chine. Le caché et le visible, dit le chauffeur. En fait, ce qu'il avait dit, en mandarin, c'était « Yuming », ce qui signifie à peu près la même chose. Ce qui peut être vu et ce qui ne peut pas l'être. Les vivants et les morts. Les hommes et les fantômes.
la lumière et l'obscurité. Le gros camion jaune des éboueurs de Hong Kong s'approchait du point de contrôle, situé dans l'allée derrière l'imposant bâtiment de la BCHB. Depuis les manifestations Occupy Hong Kong de la décennie précédente, lorsque des centaines de jeunes avaient pris d'assaut l'atrium du bâtiment et l'avaient occupé pendant des semaines, la sécurité était devenue très stricte. Il n'était pas nécessaire de faire appel à la police si les fauteurs de troubles ne pouvaient ni pas entrer dans le bâtiment. L'homme assis sur le siège passager se faisait appeler Li Gang, un nom immédiatement oubliable qui n'était pas véritablement le sien. Li était sans doute le patronyme le plus répandu en Chine continentale. Gang signifiant « force ». Il devait y avoir 1 million d'hommes et de garçons qui portaient cette combinaison de noms. Le chauffeur avait reçu un nom de guerre similaire. Le nom du chauffeur était tellement banal que Li Gang l'avait déjà oublié. Il ne s'était remis jamais s'est rencontrés avant aujourd'hui et, avec un peu de chance, dans 5 minutes, il ne se reverrait plus jamais. Pas dans cette vie. « Yin Huan », dit Li Gang. Il scruta les alentours. Le bâtiment s'élevait à plusieurs étages au-dessus d'eux. Le petit poste de garde, dont le bras de sécurité était abaissé, se trouvait juste devant eux. Devant le poste de garde, et au-delà, se trouvait un dédale de barrières en béton, qui créait une sorte de goulotte, obligeant un camion comme celui-ci à avancer au ralenti et à faire des virages serrés à plusieurs reprises. Le chauffeur acquiesça et sourit. C'est encore mieux. Le visage du chauffeur était carré et laissait transparaître une sorte de stupidité que Li Gang n'appréciait pas. Mais la tâche de l'homme était simple, et ceci expliquait peut-être cela. Pour une tâche simple, il fallait un esprit simple. D'un autre côté, l'homme appréciait les tournures de phrases astucieuses de Li Gang. Alors comment pouvait-il être stupide? En anglais, Yin Huan signifiait un danger caché à l'intérieur ou un malheur non visible à la surface. Li Gang avait passé des années au Canada et aux États-Unis. Il pensait qu'un concept similaire en anglais pourrait être celui du cheval de Troie. Le chauffeur s'arrêta devant la guérite. Sa vitre était déjà baissée. Le garde portait un uniforme bleu foncé de la BCHB. Le chauffeur lui remit sa carte d'identité, une falsification pour le moins habile, et un itinéraire papier. Si un problème se présentait, il surviendrait tout de suite. Le souffle de Li Gang semblait se bloquer dans ses poumons. Il regardait devant lui à travers le pare-brise, comme s'il s'ennuyait. Li Gang et le chauffeur du camion portaient de ridicules combinaisons oranges, avec des bandes réfléchissantes, jaune vif le long des bras et des jambes, ainsi que sur le torse. Il ne mourrait pas dans un accident de la route, pas avec un tel accoutrement. En raison de ces combinaisons, il était impossible de croire qu'ils étaient autre chose que des éboueurs travaillant dur. Yin Huan, en effet. Le garde griffonna quelque chose sur l'itinéraire et le rendit. Il passa la carte d'identité au scanner, puis la restitua. Il leur avait à peine jeté un coup d'œil pendant tout ce temps. La porte s'éleva lentement. Li Gang reprit son souffle, d'abord comme une bouffée d'air, puis de façon plus régulière. Il était remarquable qu'une société internationale comme la BCHB, un colosse à la tête de l'économie mondiale, ait recours à une méthode aussi peu sophistiquée pour contrôler les camions à ordures lorsqu'ils entraient sur le site. La sécurité n'était guère plus qu'une formalité. Mais cela s'était déroulé exactement comme on lui avait expliqué que cela se déroulerait. Il sentit un chatouillement de peur au fond de sa gorge. Cela allait vraiment fonctionner. Sa vie était finie. Pendant un moment, il avait réfléchi à la brise tiède qui entrait par la fenêtre du côté du conducteur. Nous étions en janvier. Hong Kong ne connaissait pas d'hiver à proprement parler. À Toronto, il faisait déjà froid et il neigeait. Li Gang ne supportait pas ces climats proches de l'équateur. Il préférait les saisons distinctes de l'Amérique du Nord, et surtout le froid
et la neige de l'hiver profond. C'était quelque chose qu'il ne connaîtrait plus jamais. « Fermez votre fenêtre, » dit Li Gang. Le chauffeur le regarda. « Fermez-la. » Les fenêtres étaient par balles. Les laisser ouvertes ne servaient à rien. Le chauffeur s'exécuta en appuyant sur le bouton. Lentement, interminablement lentement, le gros camion se fraya un chemin à travers le dédale de barrières d'autoroute en béton vers l'arrière du gratte-ciel. En quelques instants, ils atteignirent le bâtiment. Une rangée de grandes bennes métalliques si vertes leur faisait face. Au-delà de celles-ci, il y avait une entrée basse vers le parking situé sous le bâtiment. L'entrée était bien trop basse pour accueillir la hauteur du gros camion. Ce qui était censé se passer à présent, c'était que la pelle géante située au-dessus de la cabine de conduite devrait se déployer, ramasser les bennes une à une et vider leur contenu à l'arrière du camion. Les copes étaient commandées depuis l'intérieur de la cabine, mais cela n'allait pas se passer ainsi. « Reculez le camion jusqu'à l'entrée du garage », lança Li Gang. « Il ne rentrera pas là-dessous », contesta le chauffeur. Li Gang secoua la tête. « Ce n'est pas grave. Faites-le rouler. Cela attirera l'attention. »« Oui, » convint Li Gang. « Mais ce n'est pas grave. Nous aurons encore le temps. » Le chauffeur hésita. Il se demandait visiblement comment il allait pouvoir s'échapper s'ils attiraient l'attention sur eux. « Faites-le. » Le chauffeur haussa les épaules, puis tourna brusquement à droite, orientant l'arrière du camion vers l'entrée du garage. Il enclencha la marche arrière. « À fond, vite! Ça va exploser ?» hésita le chauffeur. « Non, seul le détonateur fait exploser la bombe. Un impact ne suffira pas. » Le conducteur haussa encore les épaules et enfonça la pédale d'accélérateur. Un homme se rendant à la mort en haussant les épaules à propos de tout. Li Gang ne savait pas quoi en penser. Le camion recula, prenant de la vitesse. « Allez, allez !» L'accident n'eut pratiquement pas l'air d'en être un. Il y eut un craquement et un horrible bruit de grincement. Le lourd acier du camion déchira et arracha la façade en tôle de l'entrée du garage. Les deux hommes rebondirent sur leur siège. Li Gang s'arc-bouta sur le tableau de bord. Le camion s'enfonça de quelques mètres dans le garage et s'immobilisa, complètement bloqué. Li Gang avait déjà sorti son pistolet. Il l'avait caché sous son siège. Il utilisa le bouton automatisé pour verrouiller toutes les portes. Il se tourna vers le chauffeur et pointa son arme. « Le comité vous adresse ses plus vifs remerciements pour votre service et aussi ses sincères excuses. Il ne pouvait pas se permettre d'être transparent avec vous. » Les yeux du chauffeur s'écarquillèrent. « Vous auriez certainement été capturé, » précisa Li Gang en guise d'explication. « Vous auriez été interrogé et il vous aurait brisé sous la torture. »« Je ne sais rien, » affirma le chauffeur. « Je ne peux rien leur dire. » Li Gang secoua la tête. « C'est incroyable ce que les gens savent, parfois, et se cachent à eux-mêmes. » Le chauffeur s'approcha de la porte et y appuya son épaule. Bang! Li Gang lui tira une balle dans la tête. Le sang gicla contre la vitre derrière l'homme. Le conducteur s'affaissa contre le volant. Li Gang laissa tomber l'arme à ses pieds. Il passa la main sous le tableau de bord devant lui et en retira un panneau de plastique. Il l'arracha et le poussa de côté. Il ne restait plus grand-chose à faire, mais aussi très peu de temps en la matière. Il leva les yeux. Des hommes couraient gommis déjà vers le camion. 3, 4, 5 hommes. L'un d'eux portait une arme, puis un autre aussi. Boum, boum, boum. Les balles frappaient dans l'extérieur du camion. Le détonateur était là, câblé sous le tableau de bord. C'était une petite boîte d'apparence innocente. Son extérieur en plastique était terne et banal, comme un vieux radio-réveil prenant la poussière dans un grenier. Il appuya sur un bouton pour l'activer. Un écran numérique rouge s'alluma. Dès qu'il l'activa, un bip aigu se fit entendre. Il devenait de plus en plus fort et de plus en plus aigu. C'était comme un compte à rebours qui montait en intensité
jusqu'à ce qu'il atteigne un état culminant qu'il était le seul à comprendre. Tertre. Puis, il s'arrêta complètement. Li Gang reprit son souffle. La fenêtre à côté de sa tête se fissura en de fins éclats ressemblant à une toile d'araignée. Ils essayaient de le tuer. Ils tiraient sur la fenêtre, en vain. Mais la vitre ne tiendrait pas éternellement. Il restait quelques décisions à prendre. Le système avait été conçu pour un environnement aussi stressant que celui-ci. 5 minutes faisaient partie des options possibles, en fonction des circonstances dans lesquelles il se trouvait. Ou 2 minutes, 1 minute, aucune de ces options ne semblait s'avérer un bon choix. 30 secondes était la durée la plus courte. Li Gang appuya sur un bouton rouge, faisant défiler les options. Il tomba sur 30. 0, 0. Il appuya sur le bouton vert, situé juste au-dessus du bouton rouge. Les 2 boutons étaient suffisamment lumineux pour qu'il puisse les voir facilement. La première pression sur le bouton vert indiqua « Réglage ». La deuxième pression « Démarrage ». Il avait répété tout cela des centaines de fois. Il appuya une nouvelle fois sur le bouton vert. Soudain, l'écran afficha 29, 99. Le compte à rebours avait commencé. Un instant plus tard, il affichait 28 heures, 54 minutes. Les centièmes de seconde défilaient. Les seuls bruits étaient de la respiration lourde de Li Gang et les balles qui pleuvaient sur le camion. Il regarda à travers les vitres fendues. Il devait y avoir une douzaine d'hommes en uniforme bleu foncé, tous armés et tirant en même temps. Trop tard. Il jeta un nouveau coup d'œil à l'écran. 23, 11, 23 secondes à vivre. Il respira profondément. Crac, crac, crac. Des balles plus lourdes s'abattaient à présent. Le pare-brise se fissura, mais ne vola pas en éclats. Il essaya de penser à quelque chose. Il essaya de penser au bijou, celui au cœur du lotus. Il jeta un coup d'œil à l'écran. 15, 0, 1. Ça défilait. Impossible de l'arrêter maintenant. Toutes les choses, dit-il à voix basse, toutes les choses ne font qu'un. Le pare-brise s'effondra. S'il est en colère parce que nous avons fait remonter l'affaire, il doit se remettre en question. Megan Churchill foulait la passerelle du 7e étage dans l'atrium en verre du bâtiment BCHB à Hong Kong. Au-dessus de sa tête, la lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait depuis le toit, situé plusieurs étages plus haut. Au-dessous d'elle, de grands bambous s'élançaient vers la lumière. Les escaliers roulants qui menaient du hall d'entrée au rez-de-chaussée à la réception au 3e étage ressemblaient à des serpents métalliques jumeaux. Au 4e étage se trouvait l'aire de restauration, vaste et ouverte, au feuillage dense. C'était l'endroit idéal pour prendre son café de l'après-midi, et elle s'y rendait en ce moment même. Elle était ici depuis 6 mois. Avant cela, elle avait passé 10 ans au sein de la filiale de New York. Elle aimait bien Hong Kong, et elle adorait venir travailler dans ce bâtiment. Mais pour elle, il s'agissait d'une étape vers de plus grandes réalisations. Elle n'avait aucune famille, ici, et s'était fait peu d'amis. Elle était tournée vers sa carrière et ne ménageait pas ses efforts. Elle était sur la bonne voie, et tout le monde le savait. Le poste de directeur adjoint de l'évaluation globale des risques n'était qu'une étape, rien de plus. Elle avait augmenté le volume de son téléphone portable et activé la fonction haut-parleur. Elle marchait dans le couloir, recouvert d'une moquette profonde, le téléphone tenu, loin de son visage. Il déplore le fait qu'il n'y ait pas eu d'avertissement avant que vous fassiez remonter l'information. Megan sourit. Elle secoua la tête. Elle n'était même pas en colère. Un certain Glenn Faber, du service juridique du bureau de Londres, s'était retrouvé dans le pétrin et cherchait un coupable. Une petite marque filiale, une société émettrice de cartes de crédit portant le nom malencontreux de Presto, avait harcelé systématiquement les emprunteurs à risque qui avaient même pris du retard dans leur paiement. Des comportements scandaleux
tels que des appels après 21 heures et des visites à domicile n'étaient que quelques-unes des méthodes employées. Certains de ces emprunteurs avaient apparemment riposté en envoyant des lettres de cessation et de fin de non-recevoir de la part de leurs propres avocats. Le harcèlement n'ayant pas cessé, des poursuites avaient été engagées. Un cabinet d'avocats s'était chargé de l'affaire à titre gracieux, en tant qu'affaire de droit civil. Soudain, des articles de presse avaient été publiés à ce sujet. Glenn Faber était au courant de la situation depuis juin dernier. En octobre, le bureau de Meghan avait demandé un rapport complet sur la question. Nous étions en janvier et Meghan Churchill attendait toujours le rapport d'un sous-fifre nommé Glenn Faber. Avait-elle lancé une procédure d'escalade? Oui, jusqu'au sommet de la hiérarchie. La BCHB était une banque internationale depuis les années 1830. Aujourd'hui, son nom était traîné dans la boue par les actions d'une bande d'imbéciles du nom de Presto. Il y eut un léger tremblement sous les pieds d'eau de Meghan. Quelque part, peut-être depuis le sous-sol, un grondement se fit entendre, comme le tonnerre d'un orage lointain. « J'ai demandé un rapport complet à Glenn la première semaine d'octobre, » déclara-t-elle. « Y a-t-il quelque chose à ajouter? Si Glenn se demande pourquoi il se retrouve dans cette position, dites-lui de regarder dans le... » Tout le bâtiment trembla. Un tremblement de terre, tout autour d'elle, aux étages inférieurs, aux étages supérieurs, les gens se mirent à crier. Dans l'air de restauration, les gens se levèrent de leur table. Au-dessous d'eux, au fond de l'atrium, le sol même du bâtiment sembla se soulever vers le haut et vers l'extérieur. Meghan le vit avant de l'entendre. Les personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée furent projetées dans les airs. Le réseau de poutrelles d'acier s'était brisé et les vitres avaient volé en éclats. Le grondement se poursuivit, secouant le bâtiment avec une force implacable. On avait l'impression que les fondations mêmes étaient en train de se déchirer. Le cœur de Meghan palpitait. Elle s'accrocha à la rampe, essayant de garder l'équilibre alors que le sol sous elle se soulevait et se fissurait. Le bruit assourdissant de l'acier qui se déchirait et du verre qui se brisait résonnait dans l'air, se mêlant aux cris des personnes piégées dans l'immeuble en train de s'effondrer. En face d'elle, le mur entier du bâtiment commença à céder. Glenn Faber doit se regarder dans le miroir. Elle avait perdu son téléphone. Au-dessous d'elle, la passerelle s'écroula. Pendant une seconde, il y eut un temps d'arrêt, comme si la structure cherchait à défier la loi de la gravité. Puis elle s'écroula dans la gueule béante qui s'ouvrait sous elle. Michael Largent se tenait près de la balustrade, au sommet de la tour d'observation extérieure du pic Victoria. Lui et sa famille étaient montés jusqu'ici dans le vieux tramway, vestige de la domination britannique qui grimpait presque à la verticale sur le flanc de la colline. Il faisait une escale de 4 jours à Hong Kong avec sa femme et ses 3 petits garçons, en route pour un nouvel emploi à Singapour. Il n'aimait pas cette ville. La répression exercée par les autorités chinoises sur l'autonomie de la ville au cours des 10 dernières années lui procurait un sentiment maladif de complicité du simple fait de se trouver ici. Les foules étaient trop nombreuses. La ville était considérée comme l'une des plus peuplées de la planète. L'hôtel coûtait 1000 livres par nuit. Il avait hâte d'entrer dans son nouveau bureau et de commencer à travailler. Il serait heureux une fois qu'ils auraient quitté cet endroit. Mais on ne pouvait pas passer par Hong Kong sans au moins s'arrêter pour la voir, n'est-ce pas? Michael Jr., 9 ans, faisait le pitre en essayant de grimper et de s'asseoir sur la balustrade. Derrière et en dessous de lui, une vue panoramique vertigineuse du centre de Hong Kong, avec le port de Victoria en arrière-plan et la côte lointaine encore plus loin. « Mickey, Mikey, qu'est-ce que tu fais? Descends de là !»« Papa, ce n'est pas très loin. »
Il y a une autre plateforme en dessous de nous. Oui, il y en avait une, et elle était à 4 ou 5 mètres en dessous d'eux. Si Mike Jr. passait par-dessus la balustrade et atterrissait sur la tête, il serait tout aussi mort que s'il chutait de centaines d'étages et atterrissait au beau milieu d'une rue du centre-ville. « Chérie, tu vois ça ?» Non. Sa femme April ne voyait rien. Elle était à mi-chemin du quai, mêlée à la foule des curieux, avec leurs téléphones portables et leurs selfies. Michael allait devoir faire descendre le gamin lui-même. Il fit 2 pas vers lui. « Papa !» De quelque part, un immense bruit se fit entendre. C'était comme un grondement de tonnerre, suivi d'un son semblable au déchirement du métal dans un accident de voiture à grande vitesse. Mais c'était encore pire. Autour de lui, les gens sursautèrent. Une femme hurla, un son presque aussi horrible que le premier. Il envoya une déchargée électrique dans la colonne vertébrale de Michael. Il regarda à sa droite. Une femme bien habillée, originaire d'Asie de l'Est, se trouvait là, une main couvrant sa bouche, l'autre pointant vers le centre-ville. Derrière Mike Jr., une explosion déchira l'un des gratte-ciel au pied du Victoria Peak. Sous les yeux de Michael, un pan entier de la façade se déchira et s'effondra, d'abord au ralenti, puis avec une force soudaine. L'effondrement projeta dans l'air un nuage de poussière qui s'élevait lentement. Partout autour d'eux, les gens criaient à présent. Quelqu'un cria « Oh mon Dieu! Oh non !» Mike Jr. glissa de la balustrade et commença à se retourner. Michael fit 2 grands pas vers son fils. Il l'attrapa et le détourna de la vue de l'immeuble en train de s'effondrer. Il posa une grande main sur les yeux du garçon pour faire bonne mesure. « Ne regarde pas, » dit-il. « Tout va bien, mon chéri. Tout va bien. » Le garçon se retourna et pleura contre lui. Le son des gémissements et des déchirures de métal continuait à se propager au loin, tandis que ce qui se passait derrière ce gigantesque nuage de poussière continuait à se produire. Partout sur le quai, les gens sanglotaient. Quelques-uns filmaient le désastre avec leur téléphone ou leur appareil photo numérique. Un moment passa, puis de plus en plus de gens se mirent à filmer. Michael jeta un coup d'œil à sa droite. Au bout de la file d'attente, April tenait les 2 autres garçons, leurs visages pressés contre son ventre. Elle regardait fixement l'horrible nuage brun et gris qui s'élevait et s'étendait et qui masquait maintenant la moitié de l'horizon. La poussière ou la fumée, le smog du béton, du matériel informatique et des êtres humains anéantis, commençaient à dériver dans cette direction sous l'effet de la brise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.